et je laisse la parole à nos intervenantes du jour. Bonjour à tous, donc Pauline Hotz, je suis donc vétérinaire sortie de l'école de Lyon en 2006 et ça fait donc 18 ans que j'exerce le métier de vétérinaire en pratique rurale. Voilà, et je suis accompagnée de Marianne Arcangeli, si tu veux te présenter. Oui, rapidement. Donc moi, je suis sortie il y a beaucoup plus longtemps et après avoir travaillé 4 ans en activité rurale, je suis venue à l'enseignement et je suis enseignante en pathologie du bétail, donc les maladies des ruminants et des animaux de basse-cour avec AgroSup. Voilà, donc je vais vous présenter un peu les grandes lignes du métier et surtout donc les différences de la pratique rurale. Donc on s'occupe des animaux de ferme, hein, que ce soit les gros ruminants comme les bovins ou les petits moutons, chèvres. Donc ça c'est vraiment l'activité classique. Il y a aussi des vétérinaires qui travaillent dans les filières organisées, donc en porc, en volaille. Et puis, ça n'empêche que même en pratique rurale, on fait quand même un petit peu de mixte, comme on dit, et donc on peut aussi s'occuper des animaux de compagnie. Voilà. Si je reprends plutôt l'exemple donc des productions bovines, on va distinguer deux types, hein, tout ce qui est vaches laitières qui produisent du lait, des vaches allaitantes avec différents bassins de production sur la métropole. Donc pour la production laitière, vous avez la Bretagne, enfin tout l'ouest de la France, la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, où il y a vraiment une grosse densité laitière. Et puis tout le Grand Est jusqu'à notre région Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de la production fromagère, de la transformation, mais pas que. Et puis pour ce qui est des bassins allaitants, voilà, il y en a plusieurs aussi en France, donc avec le plus proche, le bassin charolais en Bourgogne. Voilà, les particularités de notre métier de vétérinaire rural, c'est vraiment qu'on travaille dans les fermes, donc on se déplace de ferme en ferme. Ça veut dire que du coup, tout le matériel, eh ben, il doit être transportable et il est dans la voiture. Voilà. Par exemple, pour les échographies, voilà, ça, c'est des appareils qu'on peut voir en équine ou en canine. Voilà, nous, on a des versions beaucoup plus légères qu'on peut transporter pour être directement dans les fermes au chevet des animaux. Voilà. Pareil pour tout ce qui est chirurgie, on n'opérera pas au bloc, mais voilà, vraiment sur le terrain. Donc là, par exemple, c'était un veau qu'on opérait dans une salle de traite. Voilà, donc on fait le maximum pour être propre, on utilise quand même des champs stériles, tout ça, mais l'environnement est pas, c'est pas voilà, un bloc comme dans les autres espèces. Donc après, les différents types d'activités qu'on peut faire en veto rural, donc il y a l'obstétrique déjà, donc c'est l'aide à la mise bas. Je ne sais pas si ma vidéo va marcher. Voilà, donc on s'entraîne dans des salles de simulation à l'école pour voir toutes les positions que le veau peut adopter. Et puis, voilà, donc le résultat, là, c'est une vache qui a vélé sans l'aide du vétérinaire, mais toute seule au pré et qui lèche son veau juste après. Donc ça, c'est vraiment une des parties sympas du travail, je trouve, voilà, d'aider sur les accouchements. Après, l'autre particularité, c'est aussi qu'on travaille de jour comme de nuit, hein. On a des astreintes, des gardes, donc il faut s'adapter au contexte. Voilà, là, un vélage qui s'était un peu moins bien passé, la vache était couchée au fond du pré, donc là, pas le choix. On est obligé de travailler en bas du pré, de descendre le matériel et puis voilà, de s'équiper comme on peut, notamment avec le tracteur pour attacher l'animal et puis avoir de la lumière pour voir ce qu'on fait. Voilà. Donc après, au niveau des activités, on fait aussi bien de la médecine que des chirurgies. On touche vraiment à toutes les disciplines. Ça, c'est vrai pour tous les métiers de praticiens. On a aussi une grande diversité d'espèces parce que voilà, on a aussi bien les gros ruminants que les plus petits. Là, on a nos étudiantes qui sont en train d'examiner une poule qui avait quelques poux rouges. Voilà, on a plein d'espèces différentes. Là, je vous montre une petite
une petite chèvre. Ah, mince, la vidéo ne veut pas se lancer. Voilà, une petite chevrette que j'ai vue un soir en urgence, qui avait beaucoup de mal à se déplacer, toute voussée, qui était toute tremblotante, qui bavait un petit peu et qui en fait s'était sauvée de son enclos et avait mangé un sac d'engrais. Voilà, donc on a dû la perfuser, mais elle s'en est très bien remise. Voilà. Donc en médecine individuelle, on peut être amené à traiter voilà, toutes sortes d'infections, par exemple de la mamelle, hein, des vaches qui font des mammites avec plus ou moins de signes au niveau de l'état général, des MISBA, des non-délivrances. Voilà. Et de plus en plus, donc ça, c'est vraiment toutes des activités individuelles où on traite vraiment de la pathologie au niveau individuel. De plus en plus, ce qu'on fait en rural, c'est d'apporter du conseil aux éleveurs. Donc, on travaille plus à l'échelle du troupeau, notamment apporter des conseils sur le bâtiment, sur le confort, sur l'alimentation aussi. Voilà, comment est distribuée la ration, les quantités, est-ce que c'est suffisant, tout ça en observant les animaux pour optimiser le confort des animaux, le travail de l'éleveur et puis les performances de l'élevage. On peut aussi faire beaucoup d'aide au suivi de reproduction. Voilà, parce que vous savez que pour que les vaches produisent du lait, il faut qu'elles fassent un veau, par exemple. Donc, on va régulièrement dans les élevages, certains qu'on a en suivi de troupeau, où on va tous les mois regarder, faire des examens génitaux des animaux, souvent à l'aide d'un échographe, pour voir s'ils sont aptes à être mis à la reproduction, et puis ensuite, si l'animal est gestant ou pas. Donc voilà, là, on va faire, là, c'est un examen d'ovaire, par exemple, pour voir si la vache vient bien en chaleur et si on va pouvoir l'inséminer. On peut aussi apporter des conseils donc, autour de la traite, que ce soit sur la technique de traite ou s'il y a des mammites de façon récurrente dans l'élevage, aller voir qu'est-ce qui se passe au moment de la traite, qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment, quels sont les facteurs de risque pour pouvoir expliquer tous ces symptômes. Voilà, donc on est vraiment passé d'une médecine individuelle où on fait des soins, voilà, des perfusions, des injections, etc., où on gère vraiment les urgences. Alors, il y en aura toujours un peu. Voilà, il y a toujours une part d'urgence qui va être incompressible, mais l'idée, c'est de la réduire au maximum en apportant par l'approche plus globale du conseil en élevage pour intervenir plus en prévention et du coup améliorer le confort aussi bien de l'éleveur que des animaux et optimiser ses performances. Donc voilà un peu la tendance actuelle. Donc après, je rassure voilà, les jeunes filles qui nous écoutent, il n'y a pas forcément besoin d'être hyper costaud pour faire de la rurale. Voilà, on trouve en tant que femme d'autres astuces pour se faire aider ou voilà, d'autres façons de faire, on arrive à s'adapter et à être tout aussi performante que nos confrères. Voilà, donc après, je trouve que quand même un des prérequis, c'est vraiment d'aimer la vie à la campagne, d'apprécier travailler dehors parce qu'on est dehors une grande partie de la journée par toutes les saisons. Voilà, et donc après, voilà, je trouve pour ma part, c'est ce que je trouve plaisant dans ce métier-là, d'aller de ferme en ferme et d'avoir un peu ce sentiment de liberté et de ne pas être que enfermé au cabinet. Après, voilà, on peut chacun ses préférences et on peut aussi trouver un équilibre en faisant un petit peu des deux. Donc, en tant que vétérinaire rural, la différence, c'est surtout qu'on travaille avec des éleveurs professionnels. Alors, ça peut être le cas avec des éleveurs canins, etc. aussi. Mais voilà, on a un rapport plus professionnel avec les éleveurs. On n'est plus sur du soin à des animaux de loisirs. Donc, je trouve qu'il faut aussi vraiment voilà, on est là, bien sûr, pour soigner les animaux, mais il faut quand même avoir un fort intérêt pour l'humain. Et puis, il y a aussi tout ce volet santé publique. Quand on travaille dans les filières élevage, la finalité, ça reste que les animaux
vont produire des denrées pour la consommation humaine et on a aussi un rôle à jouer pour apporter des garanties sur la bonne qualité des produits, que ce soit le lait, la viande, les fromages, etc. Voilà. Donc après, pour la spécialité rurale, enfin, c'est comme pour les autres, hein, vous avez un tronc commun, vous avez dû voir ça ce matin. Et on peut choisir en dernière année de se spécialiser en pratique rurale ou alors sur des cursus mixtes aussi où on fait de la rurale et une autre discipline. En tout cas, toutes les portes sont ouvertes et voilà, on a besoin de vétérinaires et surtout de vétérinaires ruraux, surtout dans certaines régions de la France. Donc voilà, on vous attend. Je ne sais pas si Marianne, tu veux apporter des commentaires ou si on commence tout de suite avec les questions. Alors, je vais pouvoir porter un commentaire pour toutes celles qui s'inquiéteraient ou même éventuellement ceux qui s'inquiéteraient. Donc moi, j'ai fait de la pratique rurale il y a pas loin de 40 ans, à un moment où c'était encore plus difficile que maintenant pour une femme de faire vétérinaire et même vétérinaire rural. Et pour votre information, ça ne se voit pas derrière l'écran, mais je fais 1,58 m et je pèse 49 kilos. Enfin, un peu plus maintenant, mais à l'époque, 49 kilos. Ça ne pose vraiment, la plupart du temps, pas de problème. On adapte. Et après, on va reprendre effectivement d'autres questions qui sont assez intéressantes, qui sont dans le chat. Alors, on va commencer par le début, ce qui permet à ceux qui en auront au fur et à mesure de continuer à les poser derrière. Alors, je crois qu'on a répondu à celle-ci, la première qui était question naïve, est-ce que l'aspect physique est potentiellement problématique en rural? Est-ce qu'il vaut mieux être grande et forte pour manipuler une vache, par exemple? Pauline, peux-tu donner une réponse définitive à cette Ouais, question? non, vraiment, faut pas que ça vous freine, c'est vraiment pas un souci. Voilà, après, il y a des moyens de contention qu'on adapte. Voilà, c'est sûr que d'avoir de la force sur certains actes, ça peut être une aide, mais on a toujours des parades et des astuces qu'on arrive à mettre en place et ça se passe très, très bien. Une deuxième question auquel j'ai partiellement répondu, mais tu vas pouvoir aussi compléter. Est-il possible de faire une partie en clinique et une partie en déplacement dans la rurale? Oui, bien sûr. C'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé. On a déjà toute la partie, je veux dire, plus laboratoire, toutes les analyses qu'on peut faire sur des prélèvements voilà, qu'on récupère auprès des animaux, que ce soit des analyses de sel, des analyses de lait. Voilà, donc il y a toute cette partie plus labo qu'on fait au cabinet. Toute la partie après aussi, justement, gestion des prélèvements. On ne peut pas faire toutes les analyses au cabinet. Il y a beaucoup de choses qu'on envoie aussi à d'autres laboratoires. Donc, il y a voilà, la partie plus, on va dire, paperasse qui peut aussi prendre du temps. Il y a aussi d'autres interventions qui sont obligatoires dans les élevages. Je pense notamment aux visites sanitaires qu'on doit faire tous les ans. Donc ça, c'est des choses plus formalisées à écrire ou voilà, des conduites à tenir, des rapports de visite qu'on envoie aux éleveurs. Donc, il y a quand même une partie qu'on fait au cabinet. Et puis après, il y a bien sûr quand même, selon les cabinets, hein, si on est équipé ou pas, on peut aménager quand même Enfin, on peut faire des chirurgies, notamment sur les veaux, hein, qui sont des animaux transportables, sur les petits ruminants aussi. Donc, c'est possible de quand même faire la chirurgie ou d'autres actes au cabinet quand les animaux sont transportables. C'est vrai que pour tout ce qui est gros bovins, voilà, c'est plus simple en fait de se déplacer sur place, mais voilà, il y a de plus en plus de cliniques qui développent des petits hôpitaux pour hospitaliser des veaux en diarrhée, par exemple. Ça permet de bien les réchauffer, de surveiller, de les mettre sous perfusion, voilà, de les surveiller pendant 12-24 heures avant de les renvoyer dans leur élevage. Voilà. Après, il y a deux questions euh, qui se font écho. Il y en a une première qui demande s'il y a des cours de communication pour apprendre à parler avec les éleveurs et une autre qui complète en demandant s'il y avait des cours ou une approche pour la gestion psychologique, notamment pour se préserver et faire face à des situations difficiles comme le manque de moyens de l'éleveur, la détresse des clients
et effectivement les problématiques plus sociétales que l'on peut rencontrer en pratique rurale. Oui, alors ça, c'est effectivement des notions qui vont être abordées tout au long de vos cursus, que ce soit au sein de l'école ou aussi pendant vos stages. Euh, on apprend aussi beaucoup voilà, sur le terrain, au contact des éleveurs. Après, ça, c'est vrai pour toutes les espèces, donc c'est vrai que ça fait aussi partie du tronc commun. Et vous avez effectivement des enseignements vraiment dédiés à ça, dédiés à la gestion de l'euthanasie, par exemple, des choses comme ça qui peuvent être des fois un petit peu difficiles, mais on y est préparé. Et si je veux compléter par rapport à certains aspects comme la détresse des éleveurs, etc., je pense qu'à partir du moment où vous concevez votre métier comme effectivement en ayant deux types d'interlocuteurs qui sont la société et les éleveurs, vous êtes quand même là pour aider les éleveurs, vous aider en fait plus, je pense que d'une façon générale, en tant que vétérinaire, il faut avoir effectivement un peu d'empathie, un peu de compassion pour l'humain. On ne peut pas faire vétérinaire sans de grosses difficultés si on ne fait vétérinaire que pour les animaux. Mais je pense que c'est vrai pour toutes les espèces que l'on souhaite soigner. Parce que si on ne fait ça que pour soigner des animaux, effectivement, que l'on soit en canine, en équine ou en rural, on va se retrouver en face de situations qui vont être à titre personnel plus difficiles à vivre, notamment dans la conduite de l'euthanasie. Et même si on vous prépare, même si on vous fait des enseignements, la sensibilité individuelle étant très diverse, il y aura parfois des situations difficiles à vivre. Et pour se préserver, nous avons les confrères et il y a une association de confrères vétérinaires, une association de vétérinaires qui s'est créée, qui s'appelle Veto Entraide et qui permet justement de s'épancher et qui a même mis en place une cellule d'écoute spécialement dédiée aux vétérinaires. Donc il y a des moyens dans le métier qui ont été mis en place et qui sont aidants et accompagnants pour les professionnels. Après, il y a des questions plus pratiques qui sont si nous faisons une double spécialisation comme rural et équine, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est praticable, est-ce que ça existe? Alors là, je vais répondre d'une façon plus directe. C'est que effectivement, ça existe en tout cas sur Lyon, sur VetaGroSup, c'est proposé. Je crois que c'est encore proposé ou que c'est à l'étude en tout cas sur Alfort. En tout cas, ce n'est pas une spécialisation, hein, c'est une assise. La dernière année est une année dite d'approfondissement. On ne peut pas considérer ça comme une spécialisation ni comme une spécialité, mais par contre, ça permet de mieux se préparer à faire de l'équine quand on veut faire de la rurale aussi, enfin en gros quand on s'intéresse aux grandes espèces et à la vie à l'extérieur. Alors, pourquoi si peu de garçons sont-ils admis? Alors là, demandez aux garçons. Je crois que on ne fait pas de sexisme à l'envers dans les écoles ni dans les concours vétérinaires. Pourquoi il y a aussi peu de garçons? Ben, je crois qu'il y a déjà aussi peu de garçons dès la prépa, quelle que soit l'école prépa. Donc forcément, à un moment, s'ils ne s'intéressent pas aux filières d'entrée en école vétérinaire, ben, on ne va pas forcément pas les recruter spécifiquement. Mais à l'entrée à l'école, on a 75% de filles en A2. Comment parvenez-vous? Alors là, Pauline, c'est vraiment spécialement pour toi, parce que moi, quand j'ai arrêté et que je suis devenue enseignante, ma vie personnelle n'était pas encore accompagnée d'enfants et de mari. Comment parvenez-vous à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle? Eh ben oui, il y a effectivement un équilibre à trouver. Après, voilà, j'ai 3 enfants moi-même, donc voilà, ça se fait. C'est sûr qu'après, il faut voilà, soit gérer son temps de travail, enfin, il y a forcément des concessions à faire. On travaille maintenant beaucoup en cabinet à plusieurs, donc ça permet quand même de trouver un bon équilibre, d'avoir voilà, une journée ou enfin, dans la semaine pour soit dédié aux enfants ou à du temps personnel. Voilà, le fait de travailler à plusieurs, ça permet ça maintenant. Et puis après, par rapport à la contrainte des gardes, parce que c'est surtout ça
qui joue après, eh ben, il faut effectivement soit avoir une super nounou, soit un super mari qui assure pour voilà, qui soit toujours dispo quand nous on a à partir, mais ça se fait. Une autre question auquel je vais peut-être répondre pour l'alternance des réponses, comment trouver un stage en rural lorsque l'on est parisien? Ben, il n'y a pas de problème, hein, il y a des carnets d'adresses qui sont accessibles par la profession, qui a mis en place un système qui s'appelle Stage Vet pour les étudiants vétérinaires. On précise à ce moment-là ce qu'on cherche comme structure et il y a des vétérinaires qui se proposent. Après, il y a aussi des carnets d'adresses qui sont maintenus même si je ne suis pas sûre qu'au niveau RGPD, ce soit parfaitement OK, mais qui sont maintenus à titre personnel. Les étudiants qui sont déjà allés en stage vont vous donner des adresses de maîtres de stage qui sont, ou de maîtresses de stage qui sont sympas ou de qualité ou qui vous accueillent ou qui éventuellement peuvent vous loger. Il y a des aides au logement, il y a des aides au déplacement en fonction des régions parce qu'il y a une désertification rurale, donc les régions et les départements se sont emparés de ce problème et un certain nombre maintenant de régions ou de départements aident les étudiants ou les vétérinaires pour l'installation ou les étudiants pour se déplacer ou pour venir en stage. Donc, il y a des tas de moyens. Voilà. Et Une je autre question. rajouterais Ouais. qu'au sein de VetaGrossup, on a aussi le projet Terre d'accueil qui permet de mettre en contact les étudiants et des éleveurs pour vos stages en première année. Donc, Oui, je ne sais pas si les futurs peut-être étudiants savent que en première année, quelle que soit l'école, vous avez un stage en exploitation agricole, éleveur, bien sûr, en exploitation d'élevage. Euh, a priori, je crois que les 4 écoles, c'est un élevage laitier, de vaches laitières. Je ne suis pas sûre pour toutes les 4, peut-être que c'est plus au choix de chacun des étudiants dans d'autres écoles. Et chez nous, voilà, c'est aidé aussi par ce dispositif Terre d'accueil si vous n'arrivez pas à trouver par le biais d'un oncle, d'un cousin, d'un ancien vétérinaire ou autre. Alors, une autre question, tu as déjà répondu, mais comme elle est posée, c'est quelqu'un qui a dû arriver un petit peu après notre démarrage. Cela arrive-t-il de devoir faire une chirurgie chez l'éleveur? oui. Oui, effectivement, la plupart des chirurgies, on les réalise directement dans la ferme, hein, surtout sur les animaux adultes. Voilà, tout ce qui est chirurgie digestive, césarienne, etc., c'est sous anesthésie, mais sur vache debout, donc ça se fait dans la ferme. Les veaux, ça peut se faire à la ferme, et comme je disais, il y a de plus en plus de cabinets qui les opèrent aussi au cabinet. Alors, j'ai 2 questions auxquelles je vais répondre de la même façon. Où sont les régions qui ont le plus besoin de véto rural et l'autre, où est-ce qu'il manque le plus de vétérinaires ruraux? Donc, c'est la même question. Et en fait, je ne saurais pas vous répondre comme ça de but en blanc. Il en manque dans beaucoup de régions, on va dire pas mal en région centre au sens large de la France, incluant une partie de l'Auvergne ou la Creuse, un petit peu dans le sud-ouest. Il y a une zone en région PACA où ça manque assez cruellement. Mais d'une façon générale, il y a, si vous allez voir sur le site de l'ordre vétérinaire, vous avez des pages qui sont accessibles aux gens qui ne sont pas diplômés, qui ne sont pas vétérinaires. Et sur ces pages, vous avez l'observatoire des clientèles et l'observatoire de l'activité, où vous avez un croisement des zones où il y a beaucoup d'élevage et des zones où il y a des vétérinaires. Et on a les zones de désertification ont été mises en exergue de cette façon-là. Nous, dans la région, on a notamment la Haute-Loire, l'Ardèche, une partie de l'Isère. Voilà, il y a des zones comme ça. Dès que c'est un peu montagneux aussi, c'est un des facteurs qui limite les déplacements et du coup rend l'exercice un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je rejoins Marianne sur effectivement la région centre. Mais voilà, il y a beaucoup de mesures là qui sont en train de se mettre en place pour aider à l'installation dans plein de régions différentes. Est-ce qu'on intervient aussi un peu sur de l'équine? Alors, nous, très peu, parce qu'on s'est spécialisé, mais beaucoup de vétérinaires en milieu rural font aussi un peu d'équine, oui.
Oui, moi, avant de travailler à l'école, là, j'étais en pratique à dominante rurale à 90%, mais voilà, on avait quand même 5% de canines et 5% d'équines, donc on en fait un petit peu, c'est quelques visites et puis les urgences le week-end, mais voilà, on peut en faire un petit peu. Voilà. Après, ça dépend des choix des cabinets et puis il y a voilà, de ce qu'on a envie de faire aussi, parce qu'en étant à plusieurs, il y a aussi moyen de se répartir les spécialités. Alors, une question auquel on va répondre de façon générique, quid des animaux en région montagneuse? Eh bien, les animaux en région montagneuse, il faut des vétérinaires qui aiment faire de la voiture, qui s'équipent bien avec une voiture de qualité, parce qu'effectivement, en hiver, toutes les routes ne sont pas facilement accessibles. De la formation des éleveurs aussi, hein, ça permet aussi parfois de faire les premiers soins plus aisément, et puis ça les met en confiance. Les éleveurs, ils peuvent faire éventuellement attendre qu'on arrive. Et puis, effectivement, c'est les régions où il peut manquer, mais en même temps, c'est les régions où il n'y a pas toujours l'activité pour les vétérinaires. Et puis après, il faut des vétérinaires qui aiment la montagne. Et il faut aimer marcher en montagne parce que l'été, ces animaux-là sont parfois aussi un peu éloignés des routes et des fermes. Mais c'est vrai que la formation des éleveurs permet, bah oui, notamment quand ils sont en alpage ou éloignés, ou voilà, de gérer tout ce qui est première intention, parfois en appelant le vétérinaire pour des conseils. Ça permet après, nous, de limiter les déplacements et d'intervenir que pour ce qui est vraiment grave ou urgent. Mais effectivement, il faut avoir un goût pour la montagne pour aller des fois voilà, crapahuter au fond de l'alpage parce que une vache est tombée dans un trou ou une vache est blessée ou couchée. Voilà. Est-ce que les vétérinaires qui se sont formés en Roumanie ou en Espagne ou en Italie ou partout ailleurs en Europe vous concurrencent pour les postes en rural ou pas du tout? Eh ben, on ne peut pas parler de concurrence, moi je dirais actuellement. Non, là, on est vraiment dans un contexte où effectivement on manque de vétérinaires au sens large, hein, mais même les confrères en canine commencent à s'inquiéter. Donc, a fortiori en rural depuis un moment, il y a vraiment des zones où c'est très tendu, très critique. Donc, non, on est très content au contraire de les voir arriver, peu importe l'école de formation. Et donc, non, non, ça, aucune concurrence, en tout cas, dans le contexte actuel. Autre question, mais vous la reposerez éventuellement sur la session dédiée. Est-ce que la sélection des élèves est faite en fonction du lieu d'habitation pour répondre aux besoins de praticiens dans certaines régions? Eh bien non. Non, Non. non, parce que la sélection, elle est faite toujours de façon anonyme, que ce soit les dossiers pour le parcours, pour la sélection via Parcoursup, que ce soit les examens, les parties écrites ou les examens sur dossier pour les sélections via les classes préparatoires BCPST ou même les formations licence, DUG, BTS. Même les formations, le seul moment où il y a l'anonymat est levé, c'est le moment de l'oral, où effectivement, pour les concours non BCPST, on a le dossier de l'étudiant devant le nez dans la partie entretien à l'oral, mais parce que l'entretien cherche justement à déterminer quelle est la détermination, l'envie, la volonté de la personne en face. Donc, c'est bien qu'on ait aussi un peu le dossier et notamment le curriculum vitae, c'est à peu près la seule chose qu'on a. Je suis étudiant en BUT de biologie médicale, j'aimerais être vétérinaire. Est-ce qu'il y a des techniciens autres qui travaillent en clinique pour les analyses? Alors oui, Pauline, tu peux répondre dans quelques cliniques un peu particulières? Oui, oui, oui. C'est depuis quelques années, là, on voit effectivement voilà, des techniciens qui sont salariés par les cliniques et qui peuvent intervenir, voilà, soit enfin, en parage, en suivi repro, en tout ce qui est aide aux analyses au sein des cabinets. Donc, tout à fait. Une autre question, y a-t-il des dangers à être près d'animaux gros comme ça?
Il y a des dangers à être près de tous les animaux, même les petits Voilà. chihuahuas. Même les petits petits, après, chihuahuas peuvent être dangereux. même les petits, après, oui, c'est voilà, je vous le cache pas, hein, j'ai pris quand même plusieurs coups. Des fois, on a beau prendre les précautions, faire la contention, voilà, les accidents peuvent arriver. Faut, c'est sûr, se méfier, mais voilà, après, on a l'habitude de gérer les animaux. À force, on connaît aussi les réactions, et puis voilà, oui, on n'est pas toujours à l'abri des coups de pied ou autres, mais tout comme on n'est pas à l'abri de se faire mordre par un chien qui ne prévient pas ou des choses comme ça. Oui. Ou tout comme on n'est pas à l'abri d'avoir un accident de voiture. Exact. Les plus graves, c'est d'abord la voiture. Faut pas l'oublier. Quelle est la journée type? Ah bah, c'est pour toi, vétérinaire. Quelle est la journée type d'un vétérinaire rural? Horaire, nombre de déplacements? Alors ça, c'est très variable parce que ça va vraiment dépendre dans quel type de clientèle vous travaillez, si c'est plus en zone laitière, plus en zone allaitante. Voilà, ou en allaitant où les gardes sont quand même beaucoup plus dérangées à la saison des vélages avec voilà, beaucoup d'obstétriques, beaucoup de vélages de césariennes. Là, des fois, il faut être plusieurs de gardes pour prendre le relais et enchaîner. Voilà, ça va dépendre de la taille de la clientèle. Après, bah, si je peux donner ouais, mon exemple, dans mon cabinet précédent, on travaillait de 8 heures à 18-19 heures, pareil, selon les saisons, hein. En hiver, il y a toujours un peu plus de travail. Après, c'est surtout, je pense qu'il faut retenir, c'est que ça reste, ben, qu'on travaille avec du vivant. Donc, on a beau avoir voilà, des horaires d'ouverture au cabinet, il y a toujours des cas un peu plus compliqués, des urgences qui se rajoutent. Donc, voilà, il faut garder une certaine flexibilité. Euh, mais en gros, c'est cette plage horaire-là avec, pareil, la pause du midi qui est plus ou moins raccourcie selon les jours. Mais voilà, encore une fois, ça va vraiment dépendre de l'organisation au sein des cabinets et puis voilà, de la volonté de préserver les temps de repos. Et après, comme je disais tout à l'heure, on a voilà, un temps plein vétérinaire actuellement, c'est 4 jours et demi. Donc on a voilà, souvent un minima une demi-journée dans la semaine et puis voilà, il y a aussi beaucoup de travail en temps partiel qui peuvent se faire. Voilà. Moi par exemple là, maintenant je travaille à 90%, donc sur 4 jours j'ai une journée de libre dans la semaine.